Alors, pendant qu'Hélène Charitansky installe le diaporama, celle qui va commencer, on vous remercie de nous accueillir. On n'est pas non plus très habitué à cet exercice de présenter nos connaissances ou notre savoir-faire aux patients, mais c'est assez intéressant et il ne faudra pas hésiter peut-être à nous interpeller à la fin sur ce qui n'aura pas été très clair. Merci de nous avoir invités. Donc, quelques généralités pour se remettre dans le contexte. Donc, le cancer du sein, le cancer le plus fréquent chez la femme. Une femme sur 8 aura un jour un cancer du sein au cours de sa vie. Ça fait presque 59 000 nouveaux cas par an identifiés en 2017 en France. Juste une petite précision, parce que c'est une question qui revient très souvent en consultation. Dans tous ces cancers du sein, il n'y aura que 5 à 10% des cancers qui seront d'origine génétique. Une femme à qui on découvre un cancer du sein, sa première question c'est « et j'ai pas d'histoire familiale, quelle est la cause ?» C'est très rare les histoires familiales. On abordera brièvement la chirurgie prophylactique et que vous sachiez que finalement on pose toujours la question, on essaye toujours de retrouver des antécédents familiaux pour pouvoir vous proposer une enquête génétique, mais c'est finalement très rare. Même s'il y en a de plus en plus, parce qu'à force de chercher, on finit par trouver. Dans toute cette population de femmes qui vont avoir un cancer du sein, à peu près un tiers devront avoir une mastectomie, donc une ablation de tout le sein. Et parmi ce tiers de femmes, il n'y aura qu'un tiers de celles-là encore qui auront une reconstruction mammaire. Et l'enquête qui avait été faite auprès de l'Institut Curie en 2013, c'était un travail de thèse d'interne. Dans les femmes qui avaient été interrogées dans cette population-là, il y en avait les 2 tiers qui disaient qu'elles ne choisissaient pas de reconstruction mammaire par manque d'information. Donc il faut s'informer et on a comme devoir de vous informer. Dans les recommandations à l'heure actuelle, dès le départ de votre prise en charge initiale, on est censé vous parler de la reconstruction mammaire, même si elle n'est pas faite en même temps que la chirurgie d'ablation. Donc on parlera de reconstruction mammaire immédiate ou de RMI dans nos abréviations, dans notre jargon, quand la reconstruction est faite en même temps que la mastectomie. On parle de RMD, donc ça veut dire reconstruction mammaire différée ou secondaire quand elle est faite à la distance de la fin des traitements. Donc les indications de la mastectomie. Donc on essaye toujours le plus possible de faire des traitements conservateurs quand on peut, mais il reste quand même des indications de mastectomie. Une patiente qui présente plusieurs tumeurs dans le même sein, qui est un peu éparpillée dans le sein, on n'a pas la possibilité de conserver son sein. Ce n'est pas forcément un signe de gravité de la maladie, mais pour enlever toute la maladie, on peut être amené à enlever tout le sein. Une présentation inflammatoire du cancer du sein, c'est un sein qui est augmenté de volume, qui est rouge, fait que ce sera une indication de chimiothérapie première. Ce sont des patients qu'on considère comme inopérables d'emblée et ce sera systématiquement une ablation de tout le sein parce que là c'est plutôt un signe d'agressivité de la maladie au départ qu'on finit par soigner, mais c'est quand même un signe d'agressivité, on ne prendra pas le risque de garder le sein. Quand on a des tumeurs très volumineuses par rapport au volume du sein et on n'a pas de taille limite, chacune va être différente. Des femmes pour qui une tumeur de 3 cm c'est volumineux parce qu'elle a un petit sein. Une femme qui a une tumeur de 6 cm, on pourra conserver le sein parce qu'elle a un sein volumineux. Donc la taille en elle-même n'est pas limitante, c'est vraiment un rapport de volume. Après, dans ces tumeurs volumineuses, quand on peut, on essaie de faire un traitement médical premier pour faire diminuer le volume tumoral pour dans un deuxième temps essayer de conserver le sein, mais ce n'est pas toujours possible parce que les caractéristiques tumorales ne s'y prêtent pas, parce que la tumeur ne répond pas de façon satisfaisante au traitement et dans ce cas-là, on est obligé d'enlever le sein. Si vous faites un deuxième cancer du sein, si vous avez déjà été traité, que vous avez déjà eu la radiothérapie, on ne refera pas de radiothérapie, donc le traitement chirurgical ne peut être qu'une ablation de tout le sein. Et puis il y a des patientes qui désirent une mastectomie, qui ne veulent pas conserver leur sein, donc en soi c'est une indication de mastectomie. Un petit peu à part la chirurgie prophylactique, donc la chirurgie prophylactique dans ses recommandations, enfin c'est pas des vraies recommandations, mais le moment où elle est parfaitement légitime à l'heure actuelle, après il y aura plein de cas particuliers, mais le cas classique, c'est des femmes chez qui il a été identifié une mutation, BRCA ou PALB2, et qui vont être demandeuses à la place d'une surveillance intensifiée, du fait d'un haut risque de survenue d'un cancer du sein par rapport à la population générale, d'une ablation préventive d'un ou deux seins en fonction de si elles ont déjà été traitées ou pas pour un cancer du sein, et c'est des patientes qui ont entre 30 et 65 ans. Voilà le cadre classique de la chirurgie prophylactique. La technique de mastectomie classique, quand on ne fait pas de reconstruction dans le même temps, qu'on appelle mastectomie totale ou radicale, va être une chirurgie qui va emporter de la peau, pas la peau qui recouvre tout le sein, sinon il faudrait vous enlever la peau de tout le thorax, mais suffisamment de peau, l'aréole et le mamelon, et toute la glande mammaire qui s'étend presque de la clavicule jusqu'au sillon sous-mammaire.
Et par ce même geste chirurgical, on peut être amené à enlever également des ganglions, soit quelques ganglions comme dans la technique du ganglion sentinelle, soit toute la chaîne ganglionnaire quand on fait un curage. Donc on est là sur une technique classique de chirurgie de mastectomie. On peut être amené à faire des techniques un peu modifiées quand on a comme objectif de réaliser une reconstruction dans le même temps que l'ablation du sein. Et donc on parlera de mastectomie avec conservation de l'étui cutané. On va enlever la glande mammaire, mais garder tout ou une partie de la peau qui recouvre la glande mammaire, en enlevant uniquement l'aréole. Donc des cicatrices qui se retrouvent au niveau de l'aréole, plus limitées, et on réalisera dans le même temps, dans ce cas-là, une reconstruction du sein. Et puis on peut même pousser jusqu'à conserver la peau et l'aréole, et ça, l'indication classique reste la chirurgie prophylactique. Dans quelques cas, on le fait souvent dans le cadre d'un protocole, quand on cherche à traiter pour un cancer du sein, mais sinon c'est souvent dans les chirurgies préventives. Donc la reconstruction mammaire, le but c'est de rétablir une image corporelle satisfaisante pour une femme qui a eu ou qui doit avoir une mastectomie. On parlera ici de technique chirurgicale, la chirurgie n'est pas la réponse à tout et certaines ne choisiront pas la chirurgie. Je tenais quand même à le dire parce qu'on n'a pas de réponse à tout. Elle fait partie intégrante des traitements du cancer du sein et vous êtes pris en charge pour une reconstruction mammaire dans le cadre de votre cancer du sein. On doit en parler dès le départ des traitements, d'autant plus si on doit faire une reconstruction mammaire immédiate, mais même si la reconstruction sera faite dans un second temps, on est censé aborder très précocement ce sujet si vous le souhaitez. On va tenter de rétablir un volume. On va avoir besoin, donc ce volume, vous verrez les différentes techniques que l'on a pour le rétablir. Si on a enlevé classiquement le sein, il faudra de la peau, il faudra l'aréole et le mamelon en fonction de la technique de mastectomie qui a été réalisée. On cherchera à obtenir pas un résultat parfait, et on vous le dira régulièrement, on le dit régulièrement, ce n'est pas une chirurgie esthétique, mais le but c'est que la femme qui a eu une mastectomie et une reconstruction ait une symétrie, que quand elle est habillée ça ne se voit pas, qu'elle ait un confort au quotidien pour s'habiller, pour ses activités, pour faire du sport, pour aller à la plage, voilà, pour se débarrasser d'une prothèse dans le soutien-gorge. Voilà l'objectif de la reconstruction. Ce n'est pas une chirurgie esthétique, le résultat ne sera pas parfait, ne sera pas invisible, il y a des cicatrices, il peut y avoir des choses qui sont moins bien que ce que fait la nature. Il y a une perte de sensibilité du sein reconstruit le plus souvent. Et il faut savoir que c'est un parcours qui est long, qui nécessitera plusieurs interventions chirurgicales à quelques mois d'intervalle. Ah, je fais bugger le deuxième appareil. J'étais trop vite. Voilà. Alors, la reconstruction mammaire immédiate. On en fait de plus en plus. On essaye de le proposer le plus possible aux patientes parce que, pour celles qui le désirent, c'est une étape chirurgicale de gagner. On évite cette étape asymétrique. C'est compliqué de proposer la reconstruction mammaire en même temps que la prise en charge du cancer parce que ça fait beaucoup d'informations enregistrées pour la patiente. On sait qu'on a un plus en termes d'esthétique, on peut avoir un plus en termes de qualité de vie pour certaines et pour d'autres pas du tout. Donc ça sera une option, ce n'est absolument pas, ce n'est pas le traitement, c'est une option en plus. L'indication classique de la reconstruction mammaire immédiate, c'est quand il n'y a pas d'autres traitements associés, quand la chirurgie sera le seul traitement du cancer, parce que ce n'est juste ce qu'on appelle un carcinome in situ, ou un stade très très précoce dans le cancer du sein, ou même pour certains un pré-cancer, donc ça chacun s'accorde à dire seul qu'il veut, ou parce que la patiente fait une récidive de son cancer, qu'elle a déjà eu de la radiothérapie, qu'a priori le traitement chirurgical sera le principal traitement. L'ennemi du chirurgien en reconstruction, c'est le radiothérapeute. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais c'est notre ennemi, il faut le savoir. En gros, quand on propose de la reconstruction mammaire immédiate, notre premier objectif, c'est traiter votre cancer. Donc il ne faut absolument pas que le geste chirurgical soit une source de retard à la mise en route des traitements. On va provoquer des réactions au niveau des tissus, il y a des risques de complications à ces techniques chirurgicales, et plus on va complexifier la technique, plus il y a un risque de complications. Donc il ne faut pas que la dévascularisation, les souffrances, les retards de cicatrisation empêchent de faire les traitements. Donc déjà il faut que ce soit avec des équipes entraînées, des patients qui soient en bon état général, qu'il n'y ait pas trop de comorbidité, que déjà les traitements que la patiente va recevoir vont être une source de complications, donc on n'en rajoute pas. Et puis après, ça va être en fonction
du choix de technique. Le choix de la technique va s'appuyer sur plusieurs choses, hein, sur la morphologie, sur la motivation de la patiente. Une patiente qui doit avoir d'autres traitements, qui est plutôt une candidate à une reconstruction par prothèse, on aura tendance à faire plutôt la reconstruction avant la radiothérapie. Une patiente qui est plutôt une candidate pour une reconstruction avec un lambeau, donc avec ses propres tissus, on aura tendance à faire la reconstruction à la toute fin des traitements qui seront nécessaires, soit après la radiothérapie, soit après la chimio et la radiothérapie, et ce qu'on appelle la séquence inversée. Sachant qu'il va y avoir d'autres limites dans tout ça, mais schématiquement c'est comme ça. Ce qui reste un frein à la reconstruction mammaire immédiate, c'est les traitements adjuvants. Dans certains cas, malgré notre volonté de pouvoir la proposer, on ne pourra pas la proposer. Le tabac est le deuxième ennemi du chirurgien. Le radiothérapeute et le tabac se partagent un peu le terrain. Et puis la complexité de l'annonce. Il y a des femmes qui ne seront pas prêtes à tout entendre. Et ça fait beaucoup de choses. Et quand on sent qu'une patiente est réticente, qu'elle n'est pas motivée ou qu'elle ne comprend pas, la reconstruction n'a pas lieu d'être. Et il sera toujours temps de la faire plus tard. Toujours pas. Je mettrai ça là. Donc quand on ne fait pas de reconstruction mammaire immédiate, si la patiente le souhaite, il peut y avoir une reconstruction différée. Elle est différée dans le temps. Donc quand il y a de la radiothérapie, on se laisse dans ce cas-là au moins un délai de 6 mois. Sur une séquence inversée, on est dans un enchaînement de traitements et on va faire une chirurgie 4 à 6 semaines après la fin des traitements considérés comme adjuvants et on va enchaîner parce que la mastectomie, la tumeur est en place ou ce qu'il en reste, donc on enchaîne. Quand on fait une mastectomie classique, qu'on fait des traitements, qu'on fait une reconstruction plus tard, le minimum requis est 6 mois pour passer la période inflammatoire dans les suites de la radiothérapie. Ça va être pour des patients qui avaient une contre-indication à la conservation de la peau qui recouvre les seins, de l'étui cutané, donc les cancers du sein inflammatoire ou les tumeurs très proches de la peau. Ça va être les patients pour qui on n'a pas pu proposer une séquence inversée parce qu'il y avait une indication de radiothérapie, en particulier de radiothérapie sur les ganglions du creux axillaire, où passent les vaisseaux qui vascularisent le lambeau dont on se sert le plus souvent. Et dans ce cas-là, on ne peut pas faire cette technique. Ou des patients qui ont une morphologie qui font que la radiothérapie sur prothèse ne sera pas réalisable, mais on n'aura pas pu faire de reconstruction mammaire immédiate. Des patientes avec une morphologie complexe, il faut savoir pour nous que plus le sein va être volumineux et ptosé, plus la reconstruction va être compliquée. Donc ça peut être des freins à une reconstruction mammaire immédiate et choisir de la faire plus tard pour ne pas majorer le risque de complications. Des patientes qui présentent une intoxication tabagique, pour certains chirurgiens, c'est quelle que soit l'intoxication tabagique, pour d'autres, c'est quand elle est sévère. Mais en tout cas, ça peut être une contre-indication à la reconstruction mammaire immédiate et n'envisager que plus tard, quand la patiente aura réussi à se sevrer, ou parce que c'est le choix de la patiente. Pour qui la reconstruction, concrètement, il n'y a pas de contre-indication à avoir une reconstruction. Il peut y avoir des contre-indications à la reconstruction mammaire immédiate, mais il n'y a pas de contre-indication en règle générale à la reconstruction, à moins que tout geste chirurgical vous fasse courir un risque sur votre vie, que vous ayez d'autres soucis de santé qui le contre-indiquent. Mais sinon, il n'y a pas de contre-indication à la reconstruction mammaire. Il faut que la patiente soit motivée, qu'elle soit informée correctement. Et puis ensuite, on prendra le temps de discuter avec vous en fonction de votre motivation, de votre morphologie et des traitements que vous avez eus, de ce qu'on peut vous proposer comme technique. Ça y est, c'est bon. Il est un peu décalé en fait. Il a un petit temps, mais ça marche. Alors là, c'était juste pour vous faire un bref, vous montrer un peu où on en était en France à l'heure actuelle. Donc on a des chiffres de 2017 par exemple qui nous montrent qu'on reste un peu dans cette proportion d'un tiers de chirurgie pour cancer du sein qui est une mastectomie. Et pour vous montrer un peu comment se répartissent les grandes techniques de reconstruction, entre 2009 et 2017, ça montre l'évolution des techniques. La reconstruction par prothèse, qui représente un peu plus de la moitié des techniques de reconstruction mammaire, a continué de progresser. Malgré tous les événements qu'il y a eu sur les prothèses, c'est toujours la technique la plus faite et la plus pratiquée. Le lambeau de la grande dorsale, qui est le lambeau, entre guillemets, qu'on pratique le plus couramment, qui représente à peu près un quart des reconstructions mammaires, lui a légèrement diminué. Le lambeau qu'on appelle le tram, dont on ne vous parlera pas beaucoup parce qu'il est au fur et à mesure abandonné, le DIEP a pris sa place. Le tram, c'était un lambeau de l'abdomen qui prenait entre autres le muscle de l'abdomen qui fragilisait beaucoup la paroi abdominale. Et il est supplanté par le DIEP qui lui permet de prendre ce volume graisseux sous-ombilical sans prendre le muscle, qui est une technique qui s'est développée en 2014, donc on ne peut pas voir tellement l'évolution de cette technique parce qu'elle est plus récente, mais que ça représente 8% des techniques de reconstruction mammaire à l'heure actuelle.
On voit que la reconstruction mammaire entre 2009 et 2017 a quand même progressé de 20%, donc quand même on a une amélioration de l'accès à la reconstruction mammaire. Et les techniques de reconstruction mammaire immédiate progressent. Quand vous voyez des présentations faites dans des centres de type centre de lutte contre le cancer, où on ne fait que ça, vous voyez qu'on propose beaucoup de reconstruction mammaire immédiate, mais ce n'est pas le cas de toutes les structures qui prennent en charge les cancers du sein. Et on reste pour l'instant encore seulement à presque 19% d'indications de reconstruction mammaire immédiate. Pardon, c'est moi qui ai appuyé après vous. Et là, je laisse la parole à Madame Fournier. Voilà, je prends la suite pour vous parler un petit peu plus des considérations. Donc, sur le plan des techniques chirurgicales, on a plusieurs façons de catégoriser les types de reconstruction mammaire qu'on va proposer. Soit comme souvent nous on le fait dans ce qu'on considère dans les séquences thérapeutiques en séparant la reconstruction mammaire immédiate et la reconstruction mammaire secondaire ou différée. Là, en termes de reconstruction mammaire immédiate, on va principalement avoir deux techniques chirurgicales à proposer, qui sont la reconstruction mammaire par prothèse ou la reconstruction mammaire par lambeau, de façon un peu globale en incluant tout type de lambeau. Les lipomodelages qu'on pratique assez régulièrement en reconstruction mammaire immédiate sont peu adaptés, puisque je vous présenterai après, c'est une technique qui est assez progressive. Donc en reconstruction mammaire immédiate, si on veut utiliser des lipomodelages, on va passer par l'artifice de mettre en place souvent une prothèse temporaire en premier lieu. En reconstruction mammaire secondaire, on propose la même chose, des reconstructions mammaires soit par prothèse, par divers lambeaux, ou là pour le coup des lipomodelages en faisant apparaître, augmenter progressivement le volume mammaire. Et puis sinon, on peut les séparer en fonction du résultat escompté ou résultat obtenu, en deux groupes qui sont les reconstructions autologues, donc faites uniquement avec les tissus de la patiente. Et là, on considère les reconstructions par lambeau ou les reconstructions par lipomodelage, ou les reconstructions avec un corps étranger, qui sont les reconstructions mammaires par prothèse. Les deux peuvent s'imbriquer l'un dans l'autre, puisqu'on peut associer une prothèse à un lambeau ou compléter une reconstruction par prothèse par des lipomodelages. Hélène vient de vous présenter la répartition des reconstructions mammaires. Donc effectivement, les prothèses sont les plus représentées, suivies du lambeau dorsal, du DIEP et des lipomodelages. Je vais donc l'aborder dans les types de reconstruction mammaire exclusifs. Ça n'était pas chiffré dans la proportion des divers types de reconstruction effectuées parce que ça reste assez récent. Le lipomodelage, on s'en sert beaucoup, mais en reconstruction mammaire exclusive, uniquement par ces injections de tissu graisseux, ça reste des techniques qui se développent, qui ont tendance à s'étendre, mais assez récentes à l'heure actuelle. Donc, point rouge. Ouais. On voit ici les différents sites opératoires concernés, les prothèses que l'on met directement sur la zone mammaire. Ici, ça concerne la zone de prélèvement du muscle dorsal qui est situé au niveau du dos. La chirurgie du DIEP concerne la zone de l'abdomen, principalement autour du nombril l'ombilic et en dessous du nombril. Et puis, il y a d'autres possibilités qui sont vraiment faites de façon extrêmement rare, qui consistent à prélever un lambeau au niveau de la fesse ou la face interne de cuisse. Donc on va commencer par la prothèse, reconstruction mammaire par prothèse, puisque c'est la plus pratiquée. Ses avantages et son avantage essentiel, ce qui fait que malgré certains inconvénients, c'est elle qui est le plus souvent choisie, c'est qu'on génère peu de cicatrices. Il y a forcément une cicatrice pour la mastectomie, mais on ne va pas générer de cicatrices ailleurs. Et donc il y a un seul site opératoire, pas de risque de déclencher, de générer des douleurs sur un autre site opératoire. C'est aussi une chirurgie qui peut, pour certaines morphologies, être assez rapide et permettre d'envisager des chirurgies bilatérales. Donc notamment, on parlait rapidement des chirurgies prophylactiques. C'est des dames chez qui régulièrement on va être amené à envisager des chirurgies d'ablation du sein bilatérale. Et c'est vrai que c'est la chirurgie la moins lourde, je dirais, pour l'envisager de façon bilatérale. Comme inconvénient, le premier inconvénient, c'est qu'on utilise un corps étranger. Donc la patiente peut avoir la sensation du corps étranger. De ce fait, ça donne un aspect moins naturel que le sein contralatéral. C'est aussi régulièrement moins durable, c'est-à-dire que l'évolution du sein contralatéral, du sein-sein dans le temps, va se faire régulièrement avec une ptose. Pour des patientes chez qui on met des prothèses avant la ménopause, à partir du moment où la dame va être ménopausée, le sein de l'autre côté va tomber. Donc on peut régulièrement avoir à réintervenir pour resymétriser. Et puis ce qui fait que c'est moins durable aussi, c'est que les prothèses dans le temps ont une certaine durée de vie qu'on estime aux alentours de 10 ans. Alors elles peuvent s'altérer, former des vagues, des plis ou parfois se rompre, ce qui peut nous amener à devoir changer les implants.
Et puis aussi, il y a un risque de coque qui peut se faire autour de la prothèse, soit favorisé par de la radiothérapie ou par des soucis post-opératoires, s'il y a un hématome, s'il y a un début d'infection, ou même sans raison explicative. C'est vrai que des fois, on a des coques qui se produisent et qui sont plus ou moins embêtantes, plus ou moins faciles à gérer pour améliorer les résultats. Donc le principe de la reconstruction mammaire par prothèse va être de mettre en place un implant qui est fait en gel de silicone et recouvert d'une enveloppe siliconée également. On peut, à la demande des patientes, mettre des prothèses qui sont remplies de silicone, mais malgré tout l'enveloppe, remplies de sérum physiologique, mais malgré tout l'enveloppe sera toujours siliconée. Depuis la fin d'année 2018, depuis fin novembre, tout début décembre, nous ne mettons plus en place que des implants ronds à surface lisse. Et je vous en parlerai dans une diapositive un peu juste en suivant. Le rapport édité par l'Agence nationale de sécurité du médicament en 2019 va dans ce sens et les autres types d'implants sont maintenant proscrits. Les prothèses sont habituellement positionnées en situation rétropectorale, c'est-à-dire qu'on va soulever le muscle pectoral qui est normalement posé sur la paroi et on va glisser l'implant derrière le muscle. Cette chirurgie peut être faite en un temps ou en 2 temps. Donc en fonction de la morphologie de la patiente, du volume mammaire à reconstruire, des contraintes locales, on pourra soit mettre en place la prothèse considérée comme définitive d'emblée, soit passer par une prothèse vide qu'on appelle un expandeur, dont le volume va pouvoir être ajusté. On gonfle cette prothèse de sérum physiologique, mais ce n'est pas une prothèse qui est destinée à être définitive, et donc ça nécessite un 2e temps pour retirer cet expandeur et mettre en place la prothèse définitive. On peut s'aider dans les reconstructions mammaires par prothèse, donc il y a quelques années ça s'est beaucoup développé, après c'est un usage qui reste encore limité mais qui est quand même non exceptionnel. On peut s'aider de matrices qui, je vous les présente en suivant, qui aident à recouvrir les prothèses. C'est un tissu qui est soit biologique, soit synthétique. Et dans un périple de reconstruction par prothèse ou dans les diverses interventions, très souvent on y associera un temps de lipomodelage pour améliorer l'ensemble du résultat obtenu. Donc, on voit ici un thorax d'une femme qui aurait une mastectomie sans reconstruction, où le muscle pectoral est appliqué sur la paroi costale, sous la peau. Lorsqu'on met un implant, on le glisse en arrière du muscle pectoral, et en fonction de la souplesse des tissus, on pourra mettre une prothèse de volume plus ou moins important. Si on a besoin de mettre une prothèse de volume relativement important, qu'on a peu de souplesse des tissus, c'est là qu'il peut être intéressant de mettre en place une prothèse d'expansion. Donc c'est le même type d'implant, mais qui est relié à une petite tubulure, un tuyau, et une valve à distance par laquelle on va ajuster le volume de l'implant et qu'on pourra remplir avec du sérum physiologique. Voici le type d'implant qu'on utilise actuellement, donc des implants ronds à surface lisse, à la différence des implants anatomiques à surface texturée qu'on a utilisés pendant de très nombreuses années, qui nous ont rendu beaucoup de services, mais dont on se rend compte à l'heure actuelle qu'ils peuvent être mis en cause dans la survenue de certains lymphomes dont je vous parle par la suite. Donc nous ne les mettons plus à l'heure actuelle. Donc, en avril 2019, l'HAS a publié une note de cadrage concernant ce problème de risque de survenue de lymphome, et rapportant un nombre de cas de lymphome donc, qui ont été rapportés au fil du temps. Depuis 2011, il y a 59 cas de lymphome de type A à grandes cellules associés aux implants mammaires qui ont été rapportés en France. On estime 400 000 à 500 000 femmes de porteuses d'implants mammaires, donc ce rapport est très faible, mais malgré tout, un lien a pu être établi. Et notamment, le lien a été établi avec des prothèses à revêtement texturé, comme je vous ai présenté sur la diapositive d'avant. Ces prothèses à revêtement texturé étaient de forme anatomique, avaient pour intérêt de pouvoir reproduire une forme un peu plus naturelle au niveau du sein, de générer a priori moins de coques, donc elles ont été très largement posées. Mais depuis le 18 décembre 2018, le marquage CE de ce type de prothèse chez un fabricant allergan a été retiré, donc le produit n'est plus commercialisé. Et au mois d'avril 2019, l'ANSM a retiré du marché d'autres types d'implants dans d'autres marques, puisqu'il semble que ce soit non pas un problème de marque comme avec l'affaire PIP, mais plutôt un problème de revêtement en général dans cette gamme d'implants qui était proposée.
Et donc, de ce fait, l'ensemble des techniques chirurgicales va être réévalué pour essayer d'évaluer quelles sont nos orientations dans ce que l'on propose à l'heure actuelle pour les patientes, voir si on propose toujours autant de reconstruction par prothèse ou d'autres techniques alternatives. Les matrices dont je vous ai parlé rapidement avant, c'est ce type de dispositif. C'est-à-dire que c'est une membrane, donc biologique ou synthétique. Lorsqu'elle est biologique, elle est issue de derme animal, porcin ou bovin, dont on retire les cellules à caractéristiques animales, et donc ça devient un tissu neutre qui va être accroché, suturé, au muscle grand pectoral à sa partie inférieure pour recouvrir cette partie-là de la prothèse mammaire, ceci se situant bien entendu sous la peau. Ici, vous avez en gros blanc la structure d'une matrice synthétique. Ici, c'est une diapositive empruntée à un fabricant, mais c'est lisse. Ce sont des matrices biologiques, il y a plusieurs types de formes. Cette forme qu'on a utilisée parfois, qui recouvre la partie inférieure, ou cette forme qui peut permettre de recouvrir totalement les prothèses. Ce type d'implant, de matrice, se commercialise récemment un petit peu plus. Nous l'utilisons peu ou pas pour l'instant, d'ailleurs pour l'instant. Mais certaines équipes ont tendance à développer, reste à savoir si ça se pérennisera, la pose de prothèses sous-cutanées, pré-pectorales, à l'avant du muscle pectoral, en utilisant ce type d'implant. Ça reste quand même pour l'instant assez limité comme expérience. Ces matériaux qu'on utilise, qu'ils soient synthétiques ou biologiques, sont des matériaux qui sont déjà utilisés dans les reconstructions de parois pour les gens qui, après des chirurgies abdominales ou des faiblesses au niveau de la paroi. On va passer maintenant aux reconstructions mammaires par lambeaux. Donc les lambeaux que l'on pratique, nous, à l'Institut Bergonié, que je vais vous présenter, sont le lambeau de grand dorsal classique ou standard, et le lambeau de dorsal partiel qu'on développe un peu plus à l'heure actuelle, et le DIEP. Les autres types de lambeaux existent, mais ils restent vraiment réalisés de façon occasionnelle, donc je ne vous les présenterai pas. Pour ce qui est le lambeau de grand dorsal et le lambeau de grand dorsal partiel, ce sont des techniques chirurgicales autologues comme tous les lambeaux. Donc autologue, ça veut dire la sensation d'un sein plus naturel, plus souple, qui peut tomber de façon naturelle. C'est ce qu'on appelle l'aptose, la façon dont le sein va tomber. Le fait que ce soit naturel, c'est plus durable aussi. Et l'intérêt de cette technique de prélèvement de lambeau dorsal partiel, c'est que par rapport au lambeau dorsal qui n'a pas toujours bonne presse du fait des douleurs dorsales qu'il peut générer, là on va préserver la fonction du muscle dorsal, donc ce qui semble assez intéressant. Comme inconvénient, ce qui fait que c'est pas ça qui vient en pole position, c'est qu'il y a un autre site opératoire que le sein, donc avec d'autres cicatrices, une cicatrice au niveau dorsal, et notamment sur le dorsal classique, il est décrit de façon non exceptionnelle des douleurs qui peuvent persister à distance de la chirurgie au niveau du site de prélèvement. Vous avez ici les techniques chirurgicales avec le muscle dorsal qui est à ce niveau, qui est prélevé dans sa totalité dans la technique classique du lambeau dorsal, et avec une zone de peau à l'aplomb, ce qui fait que la cicatrice se situe de façon horizontale à ce niveau-là, et il va être amené sous la peau, devant, au niveau du sein à reconstruire, et c'est lui qui va faire le volume du sein. L'intérêt, c'est qu'on n'aura pas besoin d'associer de prothèse, le volume est souvent assez satisfaisant d'emblée, mais ça peut justifier 1 ou 2 temps de lipomodelage quand même après, et c'est une technique qui est très fiable. La technique du lambeau dorsal partiel, qui se développe de plus en plus à l'heure actuelle, ne va concerner qu'une partie, une petite partie du muscle, c'est-à-dire qu'on ne va prélever qu'un faisceau musculaire qui va servir à faire vivre la peau, toujours que l'on prélève à l'aplomb. Donc la cicatrice est quasiment la même, mais au niveau du muscle, toute cette zone de muscle-là reste en place et garde sa fonction. Du coup, le volume apporté reste plus petit. Alors on pourrait se poser la question de dire, puisque c'est plus petit, est-ce qu'il y a un intérêt à mettre une prothèse? Nous, ce n'est pas notre pratique. Quand on propose ça, c'est pour quand même avoir l'intérêt d'une reconstruction naturelle, autologue, mais on va l'associer à plusieurs temps de lipomodelage. Le DIEP, ensuite, c'est donc la reconstruction mammaire qui va prélever l'excès cutanéo-graisseux abdominal. Donc, comme avantage encore supérieur au lambeau dorsal, c'est qu'on a d'emblée un bon volume. Et on ne va pas se poser la question de rajouter un implant ou faire un lipomodelage pour augmenter le volume, parce que le volume, quand on a bien sélectionné la patiente, est normalement assez conséquent. Et on apporte à ces patientes qui ont un excès abdominal l'intérêt d'une plastie abdominale. C'est la même cicatrice abdominale qui se fait.
Les inconvénients, ce qui fait que ça reste quand même assez restreint en nombre d'indications, c'est que c'est une intervention qui est assez longue, qui dure 5 à 8 heures de temps, vraiment 4 heures au plus court, mais on passe rarement en dessous de ce temps-là. C'est l'intervention qui a le plus fort risque d'échec, donc pour des équipes entraînées, c'est difficile de passer en dessous de 6-8% de risque d'échec. Un échec, c'est en fait une nécrose du lambeau, ça ne va pas fonctionner. Et puis du coup, sur le plan organisationnel, ça nécessite des techniques de microchirurgie. C'est une chirurgie qui se fait à double équipe, donc qui ne peut pas être largement diffusée du fait de ses contraintes organisationnelles également. Le principe, donc, c'est qu'on fait un prélèvement cutanéo-graisseux de la peau et du tissu graisseux au niveau de l'ombilic, sous l'ombilic, comme une plastie abdominale. Ce prélèvement, à la différence d'une plastie abdominale, est fait en respectant une artère et une veine qui vont être suturés, amenés sur les vaisseaux ici qui sont situés latéralement au sternum. Et c'est le fait d'anastomoser ces vaisseaux, de les remettre bout à bout, qui fait que cette zone de peau et de graisse va vivre au niveau du sein à reconstruire. Ces vaisseaux sont de petit calibre et le fait de faire cette anastomose vasculaire reste soumis à ses chances de succès, même fait dans des bonnes conditions et des fois repris. Le succès n'est pas toujours certain. Voilà, c'est pour ça qu'il y a 6 à 8% de risque d'échec. Et d'autant plus dans cette technique que les autres citées précédemment, le tabac est vraiment à proscrire, sinon c'est pour le coup l'échec assuré. Pour ce qui est des lipomodelages, comme avantage, on a que ce sont également c'est une reconstruction mammaire autologue, donc avec des tissus naturels. Et puis alors là, c'est formidable, il n'y a pas de cicatrices. Les cicatrices que l'on fait sont vraiment minimes de quelques millimètres. Mais par contre, on ne va pas arriver en un temps à un volume conséquent, donc les inconvénients, c'est qu'on va multiplier le nombre d'interventions chirurgicales. 4 à 6 interventions pour avoir un sein qu'on va refaire que par du gras, c'est régulièrement ça quand même. Et puis du coup, il faut avoir des patientes qui aient des réserves graisseuses qui soient adaptées au sein que l'on veut reconstruire. C'est trivial. Et puis il ne peut pas y avoir de donneur dans l'entourage comme on le propose, mais ça ne serait pas possible. Le principe du lipomodèle, c'est que c'est une autogreffe de cellules graisseuses, donc on va prélever du gras d'une patiente pour le transférer sur une autre zone. Donc on prélève au niveau du ventre ou des cuisses et puis on l'apporte sur la zone du sein à reconstruire. Quand on veut faire une reconstruction mammaire que par des lipomodelages, progressivement on va faire augmenter le volume du sein par cet apport graisseux petit à petit. Si on apporte trop d'un coup, on perd beaucoup, donc il n'y a pas d'intérêt à essayer de trop majorer le volume en une fois. Et puis là où on utilise très souvent, et c'était le premier usage du lipomodelage, c'était surtout sinon en complément des autres techniques de reconstruction mammaire pour améliorer, pour lisser, pour rendre plus harmonieux un résultat de reconstruction. Oui, juste donc voilà, pour les patientes chez qui on envisage en reconstruction mammaire immédiate, on peut avoir intérêt à mettre une prothèse d'expansion, une prothèse dont on va ajuster le volume en fonction du volume de gras que l'on apporte, ce qui évitera de passer par une phase où il n'y a pas de relief du tout et, voilà, et on conserve l'étui cutané. Quelques photos de bloc opératoire avec ici une patiente pour qui on prélève du gras au niveau des cuisses, on récupère la graisse à ce niveau-là, il y a forcément un petit peu de sang. Le gras a été ici préparé, on enlève la zone de sang qui est en bas, on filtre et on centrifuge, pardon. Et puis ici, voilà, on réinjecte par des petites seringues et des petites canules le gras au niveau de la zone que l'on souhaite reconstruire. Et puis, en fin de reconstruction mammaire, on proposera à la patiente d'envisager la reconstruction du mamelon et de l'aréole. Donc, pour la plastie de mamelon, nous, on propose essentiellement 2 techniques. La plupart des chirurgiens font ça. Après, il existe beaucoup de subtilités, mais ce que l'on fait couramment, c'est une reconstruction de mamelon, soit par lambeau local, on va plier de la peau sur elle-même sur le site opératoire. Donc ça correspond à cette photo ici. Alors c'est peut-être pas très volumineux, mais cette dame qui avait une reconstruction mammaire par lambeau dorsal a eu une piqûre de peau. Enfin d'ailleurs, pardon, les 2 photos correspondent à des lambeaux locaux. C'est une piqûre de peau sur place. Ou sinon, on peut couper en 2 le mamelon de l'autre côté, faire une greffe de l'hémi-mamelon, et puis on va greffer le mamelon prélevé de l'autre côté sur la zone d'attente. Et c'est complété, donc cette patiente ici n'a pas encore eu de dermopigmentation, et sinon c'est complété par une dermopigmentation de l'aréole qui donne la coloration de la zone de l'aréole. Donc la question posée initialement, c'était quel choix, le choix de la reconstruction mammaire. Donc en fait, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Premièrement, c'est toujours le traitement. Est-ce qu'il y aura un traitement à venir? Est-ce qu'il y a un traitement en cours? Et on s'arrange, on s'articule autour de ça.
Le chirurgien va dire quelles sont les possibilités chirurgicales parce qu'on ne peut pas tout faire chez tout le monde, donc c'est quand même à nous de guider, de dire dans quel cas on pourra avoir un bon résultat ou pas un bon résultat, et ce qui ne sera radicalement pas faisable. Il faut bien entendu, on l'a dit plusieurs fois, être motivé. Il faut envisager une chirurgie qui corresponde à la morphologie de la patiente. Il faut voir aussi quelles sont les attentes de la patiente. Certaines patientes veulent juste un volume et d'autres que ce soit plus confortable, etc. Donc ça, on en discute en consultation. Puis il y a des contraintes sociales à prendre en compte parce que c'est quand même assez long sur la durée avec plus ou moins d'interventions. Mais il faut s'attendre à 1 an, vraiment minimum, et régulièrement 1 an et demi avant d'arriver à la fin d'une reconstruction mammaire. Donc ça va générer des arrêts de travail par rapport à la vie sociale avec les enfants, etc. Ça peut des fois être un petit peu compliqué. Donc en conclusion, il faut savoir que la reconstruction mammaire est très souvent possible. Il y a de rares cas où on n'aura rien à proposer, mais très souvent, sinon on pourra l'envisager. C'est l'aboutissement d'une réflexion entre la patiente, son entourage souvent, et le chirurgien, notamment pour la reconstruction mammaire différée. Quand c'est en immédiat, c'est aussi, ça part aussi d'une concertation multidisciplinaire pour savoir ce que l'on peut proposer ou pas à une patiente. Ce processus chirurgical est long, donc il faut que les patientes soient courageuses, patientes, et qu'elles sachent persévérer, sinon on arrivera à un résultat qui ne sera pas abouti, qui ne sera pas satisfaisant et pas forcément commode à compatir avec le quotidien. Mais il ne faut pas oublier que l'alternative, ça reste toujours sinon d'en rester à une mastectomie, de mettre une prothèse externe, ou sinon de s'approprier la mastectomie comme on le souhaite et comme le font certaines patientes. Je vous remercie.